Le cours de la dernière fois s'intitulait « Dire je ». C'était bien normal pour un cours sur la première personne. Et celui de cette semaine a pour titre « Je et le moi ». Et c'est le début d'une transition vers le sujet du moi que je vais traiter. Les 2 prochaines séances seront centrées sur le cogito cartésien. Donc là, c'est vraiment du moi qu'il est question. Donc le je, ce que j'ai dit la dernière fois, c'est j'ai présenté les conceptions qui sont vraiment dominantes dans la réflexion contemporaine sur ce qu'on appelle les indexicaux, ces mots comme je, qui ont la particularité qu'ils renvoient à quelque chose qui dépend du contexte d'énonciation. Et donc j'ai détaillé un peu ces conceptions contemporaines en présentant notamment les idées de quelques chercheurs fondamentaux dans ce domaine. Et tout tourne autour de l'idée que la référence du mot « je », c'est-à-dire ce que le mot désigne quand il est employé, la personne que le mot désigne, ce que le mot désigne est repéré par rapport au mot lui-même, c'est-à-dire par rapport, plus exactement, à l'occurrence du mot lui-même. Et fondamentale ici est la distinction entre 2 façons de concevoir le mot. C'est une distinction qu'on doit à Peirce. La distinction entre le mot considéré comme un type, qui est quelque chose d'abstrait, et le mot considéré comme une occurrence, qui est quelque chose de concret. Et j'ai mentionné notamment ce passage où Peirce dit qu'il y a 2 façons de compter les mots dans une page. Selon une façon, il y a un seul mot « le », parce qu'il y a un seul mot « le » en français. Et selon une autre façon de compter, dans une page donnée, il va y avoir un certain nombre d'occurrences de ce mot, donc plusieurs fois le mot « le », ou plusieurs mots « le ». Mais le mot qui est multiple, c'est le mot comme occurrence, quelque chose de concret qu'on trouve à telle page, à telle ligne d'un texte donné. Alors que le mot « le » du français, celui qui est unique, ça c'est quelque chose de plus abstrait, c'est un type. Et j'ai dit que la relation entre le type et ses occurrences, c'est un peu comme la relation entre une espèce et les membres de l'espèce. Entre l'espèce, j'ai donné l'exemple ragondin, et puis les ragondins particuliers qui sont membres de cette espèce. Donc on a cette distinction fondamentale entre type et occurrence. Elle est fondamentale pour ces mots, comme les mots qu'on appelle indexicaux, c'est-à-dire cette famille de mots à laquelle appartient « je ». C'est fondamental parce que dans le cas de ces mots-là, on a plusieurs niveaux de sens qu'il est essentiel de distinguer. On a le mot type, le mot « je », le mot type « je », et ce mot, le mot type « je », possède une signification linguistique conventionnelle en français. Et la signification conventionnelle, c'est la règle selon laquelle « je » s'emploie pour se désigner soi-même, en gros. Le locuteur emploie « je » pour parler de lui-même, quelque chose comme ça. Mais le mot « je » en tant que type abstrait ne désigne personne en particulier, puisque chacun peut l'employer pour se désigner soi-même. Il n'est pas attribué à telle ou telle personne. Il est simplement associé à ce rôle de locuteur, et à chaque fois que quelqu'un parle, le mot « je » peut le désigner lui s'il l'emploie. Donc la référence, c'est-à-dire ce que le mot « je » désigne, n'est pas quelque chose qui est associé ou attribué ou assigné au mot type, mais à l'occurrence du mot. C'est seulement une occurrence particulière de « je » qui fait référence à un individu particulier. Donc moi, quand j'emploie « je me désigne moi-même, rekanati. À ce moment-là, on a une référence parce qu'on a une occurrence particulière du mot, qui est le mot employé par moi, dans ma bouche. Donc on a entre le mot, les Anglais emploient les tokens, c'est l'expression qu'emploie Peirce, la distinction type-token. En français, on peut traduire ça par type-occurrence. Le mot token ou l'occurrence se trouve dans une certaine relation de fait avec l'individu à quoi le mot renvoie, que le mot désigne. En l'occurrence, entre le mot « je » que je prononce et moi-même, qui suis la personne désignée par ce mot quand je l'énonce, il y a une relation de fait qui est que c'est moi qui l'énonce, ce mot, je le prononce. Le mot concret, je le prononce, et par le fait de le prononcer, je fais que ce mot me désigne moi-même en vertu de la règle conventionnelle qui est associée au mot type,
qui est que pour toute occurrence du mot « je », le mot « je » désigne la personne qui prononce cette occurrence. Donc en fait, le mot type, en vertu de sa signification conventionnelle, il n'est pas associé directement au référent, à la personne dont on parle, comme est un nom propre qui est associé directement à une certaine personne. Non, le mot « je » en tant que type est associé par sa signification conventionnelle à cette relation factuelle toujours la même qui doit exister entre une occurrence donnée du mot et la personne que cette occurrence désigne. Et donc ce schéma résume bien ce qui se passe avec le mot « je » en particulier et les indexicaux de façon plus générale. Et ce schéma est inspiré de Peirce pour l'essentiel, parce que Peirce fait valoir que ces mots sont des symboles parce qu'ils ont une signification conventionnelle, mais ils sont indexicaux parce que ce qu'ils désignent dépend d'une relation de fait entre le signe et son objet, comme on a dans le cas de la fumée qui est signe du feu, parce qu'il y a une relation de fait entre la fumée et le feu, ou j'ai mentionné aussi l'exemple des pleurs et de la souffrance. Les pleurs expriment la souffrance parce qu'il y a une relation de fait entre la souffrance et les pleurs que la souffrance entraîne. Donc, le propre des index, comme dit Peirce, des indices de cette catégorie de signes, c'est que le signe signifie en vertu d'une relation de fait entre lui et son objet. Le propre des symboles, c'est que les symboles signifient en vertu d'une convention arbitraire. Et ce qu'il nous dit, c'est que ces mots-là sont des symboles indexicaux, ils ont une signification conventionnelle, qui est arbitraire comme toute signification conventionnelle, le mot pourrait signifier autre chose, évidemment. Ils ont une signification conventionnelle, mais cette signification conventionnelle renvoie à cette relation factuelle qu'il va y avoir entre l'occurrence du mot et la référence, de sorte que chaque occurrence est un index, puisqu'il y a cette relation de fait avec la chose signifiée ou la chose désignée. Mais le mot type lui-même est un symbole. Et cette idée qu'on a ces deux niveaux de sens, la signification conventionnelle du type et puis la référence de l'occurrence qui désigne quelqu'un de particulier, correspond aussi à ce qu'on trouve dans les théories plus récentes, comme chez David Kaplan, avec ces deux niveaux de sens des indexicaux, qu'il appelle le caractère et le contenu, et ça correspond à peu près à ça. Les indexicaux, qui fonctionnent de cette façon-là, exploitent évidemment, et je l'ai dit, cette propriété de la communication ordinaire, qui est la communication en face à face. Il y a plusieurs personnes qui... je n'ai plus là le tableau de Renoir illustrant la conversation, mais la conversation, c'est deux personnes qui sont normalement face à face, ou en tout cas proches l'une de l'autre, qui se perçoivent mutuellement et qui échangent les tours de parole. Dans une situation d'interlocution de ce genre, ce que Kaplan appelle le contexte d'énonciation, à savoir la scène énonciative où il y a une personne qui parle, l'autre qui écoute, en un certain lieu, à un certain moment, c'est quelque chose qui est mutuellement connu des deux protagonistes. Les protagonistes sont dans la scène, ils la connaissent, ils savent très bien qui ils sont, ils savent quand ils sont et où ils sont. Et cette connaissance du contexte d'énonciation, cette connaissance de la scène énonciative, est ce qui permet aux indexicaux de fonctionner. Parce que ce qu'on sait simplement par le fait de connaître le français, on sait à propos de je que je désigne la personne qui parle. Et la seule signification du mot ne nous permet pas de comprendre quel individu particulier se trouve désigné, comme le montre l'exemple que j'ai donné la dernière fois, en disant que si vous trouvez une feuille de papier par terre où il y a les mots « je suis bien arrivé », vous ne savez pas ce que ça dit parce que vous ne savez pas de qui ça parle. Il vous manque quelque chose parce que là, justement, il s'agit de quelque chose d'écrit et pas de la communication orale. Dans la communication orale, quand quelqu'un vous dit telle chose, vous savez qui vous le dit parce qu'il est en face de vous, c'est lui qui vous le dit. Et donc, vous pouvez, s'il dit « je », la connaissance du sens de « je », de la signification conventionnelle, donc la connaissance du fait que ce mot désigne la personne qui parle, vous permet immédiatement d'identifier l'individu désigné. C'est lui, celui qui est en train de me le dire, puisque vous savez qui parle. Donc ces indexicaux sont très pratiques, ils exploitent le fait que la situation d'interlocution est connue des interlocuteurs qui en sont partie prenante. Et connaissant ça, il est possible d'identifier les référents, disons, des indexicaux, comme je, tu, ici, maintenant, tout ça par rapport à l'acte d'énonciation, puisque ces mots renvoient à chaque fois à un des paramètres de la situation d'énonciation, si on veut. Il renvoie à la personne qui parle, la personne à qui on s'adresse, le lieu où l'on est, etc. Tout ça est déterminé par rapport à l'acte d'énonciation.
on peut considérer qu'il y a un point particulier qui est donné par l'acte d'énonciation, l'événement énonciatif, est un point qui sert d'origine à un système de coordonnées, et ce système de coordonnées nous permet de repérer les différents éléments de la situation d'énonciation, qui parlent quand, à qui, où. Et ce système de coordonnées s'étend au-delà d'ailleurs de la seule situation énonciative. À partir de la situation énonciative, je vous ai parlé la dernière fois aussi d'un mot comme après-demain ou avant-hier. On part là aussi, on a le point d'énonciation, l'acte d'énonciation. Il y a la dimension temporelle, ça se produit à un certain moment. Du moment ponctuel de l'acte d'énonciation, on peut remonter au jour entier où ça se place, et puis on peut aller au jour suivant, au jour d'après, etc. Et donc ces mots, demain, après-demain, hier, avant-hier, nous conduisent à chaque fois un peu plus loin, mais c'est toujours à partir du même repère. Le repère, c'est l'acte d'énonciation. Ce que Benveniste appelle l'instance de discours, dont il dit qu'elle est chaque fois unique. Et cette unicité est quelque chose sur lequel, comme j'ai dit, Peirce insiste aussi beaucoup. Alors cette perspective que j'ai appelée la dernière fois logocentrique, en détournant une expression de Jacques Derrida, ce que je veux dire par logocentrique, c'est que ce sont les mots qui servent de repère par rapport auxquels on va identifier les choses dont on parle. Cette perspective logocentrique, l'idée que ce sont les mots, l'acte d'énonciation des mots, les mots comme occurrence qui servent de repère, c'est une idée qui est très, très ancrée dans cette tradition contemporaine de la réflexion sur l'indexicalité, sur ces mots. Et j'ai mentionné comme auteurs fondamentaux, parmi un certain nombre d'autres, il y a une demi-douzaine d'auteurs fondamentaux, mais j'ai mis l'accent sur Benveniste, donc mon prédécesseur, si je puis dire, en ce lieu, et puis Hans Reichenbach. Et j'ai souligné la dernière fois à quel point leurs idées convergent. C'est même frappant à quel point ils disent vraiment la même chose. Il y a chez Reichenbach l'idée de token réflexivité. C'est l'idée que la signification d'un indexical comme « je », la règle d'emploi, fait référence à l'occurrence en disant « je désigne la personne qui prononce cette occurrence ». Donc il y a une réflexion du type. La signification du type réfléchit, dit-il, l'occurrence, fait référence à l'occurrence d'une façon réflexive. Le mot fait référence à lui-même, à ceci près que c'est le mot type qui fait référence à son occurrence. Et comme le dit Benveniste, le mot fait référence à l'instance de discours, à l'acte de parole au sein duquel il est prononcé, et il en désigne le locuteur, il en désigne l'agent. Donc au niveau du mot type, on a une signification qui est une règle qui fait même référence, qui nous parle de l'occurrence et qui nous dit « regardez l'occurrence » et par rapport à l'occurrence du mot, vous allez pouvoir repérer, identifier le référent. Donc cette idée de token réflexivité, Reichenbach nomme ça token réflexivité, c'est vraiment l'idée du schéma que je vous présentais tout à l'heure. Et Benveniste nous dit les mêmes choses dans ses propres termes. Dans ses propres termes, à ceci près, comme je l'ai souligné la dernière fois, parfois il emploie des mots qui en français sonnent un peu barbares. Il nous parle de mots réflexifs de l'instance de discours, et on a vraiment l'impression que c'est du Reichenbach. La question se pose de savoir s'il y a eu un lien historique, je mentionne ça, c'est une petite parenthèse, je ne sais pas si j'en ai parlé la dernière fois, entre les deux, ils écrivent à peu près au même moment, et Benveniste sait qui est Reichenbach, il sait que Reichenbach existe parce qu'il le cite parfois. Ce n'est pas très clair cependant s'il a lu ce texte fondamental de Reichenbach sur l'indexicalité, on n'a aucune trace de ça, et par ailleurs la réflexion sur ce sujet de Benveniste est très approfondie, et on voit bien que c'est sa réflexion personnelle. Donc il se peut que ce soit simplement une convergence, mais qui aboutisse à des expressions extrêmement proches. En tout cas, on a un autre cas, parlant de Benveniste et lui rendant hommage, je dois mentionner que si c'est on ne peut pas parler d'anticipation, parce que Reichenbach, lui, a écrit son texte, a publié son texte en 1947, alors que les articles de Benveniste sur le sujet, c'est les années 50, donc c'est à peu près contemporain, mais on ne peut pas dire que Benveniste était avant et qu'il y aurait anticipation, mais s'il ne connaissait pas ses travaux, on peut dire qu'au moins de façon convergente et parallèle, il a fait les mêmes découvertes. Et ce ne serait pas la première fois, parce qu'il y a quelque chose pour lequel on sait bien que là, par contre, il n'y a pas du tout il n'avait pas lu les textes de l'autre. Il y a une autre chose qui est tout à fait remarquable à propos de Benveniste, et puisque j'en parle,
c'est son anticipation de la performativité, de l'idée d'énoncé performatif. Benveniste a découvert les énoncés performatifs tout à fait indépendamment de Austin et de la littérature classique sur le sujet des actes de parole. Il a découvert Austin aussi à un moment dans les... peut-être dans, je ne sais plus, c'est dans les fins des années 50, début des années 60, enfin, peut-être dans les années 60, et il a publié à ce moment-là un article, je crois que ça s'appelle « La philosophie analytique et le langage », où donc il en parle, il dit c'est très bien, et puis il fait valoir un peu son antériorité, et il fait aussi valoir une petite différence qu'il croit repérer entre leurs conceptions, mais ça c'est tout à fait vrai qu'on trouve chez Benveniste des passages sur la performativité où il n'y a aucun doute qu'il découvre le phénomène et qu'il le présente ce phénomène d'une façon très intéressante. Donc Benveniste est coutumier de l'anticipation de choses qui sont devenues très importantes et classiques dans la philosophie, et notamment dans la philosophie analytique et aussi dans la linguistique contemporaine. Et avant de clore cette parenthèse où j'ai parlé notamment des actes de langage et de la performativité, il y a eu d'autres anticipations, notamment il y a eu le philosophe du droit, Adolf Reinach, qui a aussi fait une théorie des actes de parole, et ça c'était bien avant Austin, c'était dans les années 1910 ou 1920. Bien. Donc cette approche logocentrique, qui est propre à Benveniste, Reichenbach, mais aussi Kaplan, Peirce, et en fait les auteurs contemporains, tout le monde est d'accord pour dire que l'indexicalité nous force à reconnaître que les occurrences des mots jouent un rôle dans la parole et dans la compréhension de la parole, qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit comprendre par rapport à l'occurrence, donc on doit se représenter l'acte de parole quand on comprend un énoncé, puisque c'est par rapport à l'acte de parole que beaucoup de choses vont être déterminées. Donc ce caractère logocentrique des indexicaux, c'est quelque chose qui est très largement accepté. La théorie que j'ai présentée, à la fin j'ai parlé de David Kaplan, qui est le plus influent des auteurs contemporains, tout le monde accepte quelque chose comme ces idées-là, l'idée qu'il y a plusieurs niveaux de sens, qu'il y a le type, l'occurrence, etc. Et je crois que j'ai mentionné cela à la fin, que cette perspective logocentrique très largement acceptée, ça pose un petit problème, c'est le problème justement que je souhaite aborder aujourd'hui. Et le problème, c'est le suivant, mais que devient le moi dans cette affaire? Parce que le moi, qu'est-ce que c'est que le moi? C'est le sujet conscient qui a cette espèce d'accès à lui-même, accès de l'intérieur, à ses propres états mentaux. La conscience, la dernière fois, dans le séminaire qui suit le cours, nous avons eu un exposé sur la conscience par Anna Justina, où elle a mis en valeur cette relation très particulière qui nous unit à nos propres contenus de nos états mentaux, au contenu de nos pensées, comme disaient les cartésiens. Les cartésiens, par pensée, ils entendaient quelque chose de pas très intellectuel, ça incluait pas seulement les pensées, mais aussi les sensations, enfin toute la vie intérieure, disons. Donc on a cette espèce de rapport très spécial d'accès direct à ces contenus, à notre vie intérieure, et à travers cet accès, nous sommes donnés à nous-mêmes d'une façon immédiate et que certains disent transparente, qu'on dise transparente parfois pour critiquer justement cette idée en disant qu'en fait c'est un mythe. En tout cas, la question du moi tourne autour de la conscience et de cet accès direct et immédiat que nous avons à nous-mêmes ou à nos propres contenus de pensée ou à notre vie intérieure. Et ça a l'air assez différent de ce jeu dont j'ai parlé, qui est simplement une expression indexicale dont la référence est repérée par rapport à l'occurrence elle-même, par rapport à l'acte de parole. Et la perspective logocentrique semble, une fois qu'on passe à la conscience et au moi, quelque chose qui disparaît complètement. Je parlerai de Descartes et du cogito la prochaine fois. Le cogito est à la première personne et le sujet cartésien dit ego. Il dit je, donc il semble quand même qu'il y a un lien évident entre les deux. Cette question de savoir si le cogito doit être à la première personne est intéressante et elle a été discutée dans la littérature. Le cogito est à la première personne.
La question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose de fondamental dans cet emploi de la première personne? Est-ce que ça doit être à la première personne? Oui, il n'y a pas de doute, ça doit être à la première personne. Pourquoi? C'est une des questions que j'évoquerai brièvement. Si on met le cogito à la troisième personne, c'est très intéressant, il y a des tas de gens qui l'ont fait depuis, dès qu'il a été question du cogito cartésien, parce qu'il y avait eu un cogito avant qui était celui de Saint-Augustin, mais quand il y a eu Descartes et son cogito, il y a eu bien sûr toutes ces discussions dans la mesure où Descartes a suscité des réponses de la part des théoriciens contemporains et qu'il y a eu des débats entre eux suite à la publication des méditations, enfin pas suite à la publication, suite à la circulation du texte des méditations dans un cercle de savants qui ont répondu, qui ont fait des objections. Et donc la question de la mise à la troisième personne du cogito s'est présentée. Et ce qui est très intéressant, c'est que si on met le cogito à la troisième personne, on a quelque chose comme Descartes pense, donc il existe. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une inférence valide. On peut conclure, effectivement, du fait que Descartes pense qu'il existe. Mais on a quand même l'impression que le cogito, c'est pas ça. Parce que si c'était seulement ça, ce serait un peu trivial. Et on pourrait d'ailleurs, on n'aurait pas besoin à ce moment-là de parler de la pensée. La pensée ne jouerait aucun rôle là-dedans, puisqu'on pourrait aussi bien dire Descartes ronfle, donc il existe. C'est vrai que pour ronfler, il faut être, de même que pour penser, il faut être. Pour penser, il faut être, c'est cette prémisse dont il est question dans les débats entre Descartes et ses commentateurs. Et d'ailleurs, Descartes lui-même, dans sa réponse à Gassendi, qui soulève ce genre de questions, utilise un exemple à la troisième personne pour en dissocier le cogito. Descartes se promène, donc il existe. Ou à la première personne, disons qu'on a une sorte de passage. Si on met le cogito à la troisième personne, on a une inférence valide. Descartes pense, donc il existe. Mais à ce moment-là, on pourrait avoir une inférence valide avec n'importe quoi, comme Descartes ronfle, donc il existe, ou Descartes se promène, donc il existe. Et ce que dit Descartes, revenant à la première personne, c'est que le cogito, je pense donc je suis, c'est pas du tout la même chose que je me promène donc je suis. Et ça, c'est un exemple mentionné notamment par Gassendi. N'importe quel verbe ne fait pas l'affaire, il faut que ce soit pensé. Et ceci est en rapport avec le fait que ça doit être la première personne et pas la troisième. Mais bon, je reviendrai sur la question du cogito dès la semaine prochaine. Et je ferai 2 séances en fait sur le cogito. En tout cas, on voit bien que le cogito et la réflexion sur le moi, sur le soi, sur la conscience, ça nous emmène assez loin du mot « je », des tokens réflexifs ou des indexicaux, de leur fonctionnement et notamment de cette stratégie logocentrique qui s'est imposée pour l'analyse des indexicaux du langage. Et donc on a une sorte de paradoxe parce que cette théorie logocentrique ou token réflexif de « je », selon laquelle je désigne la personne qui dit « je », la personne qui parle, comme dit Benveniste, est ego qui dit ego, ben, ça c'est une théorie qui est acceptée par tous. Mais l'ego cartésien, dont l'existence en tant qu'être pensant se révèle à lui-même de façon indubitable dans chaque acte de pensée, ça paraît quelque chose de très différent. Et pourtant, les deux doivent bien être étroitement liés, parce que ego, dans les deux cas, c'est ego, si vous voulez. Je, le moi, c'est la même chose. Le moi, c'est une sorte de déclinaison du je. Donc, quel est exactement le rapport entre les deux? Ce n'est pas tout à fait clair. Il y a une notion psychologique et philosophique fondamentale, qui est celle du moi. Et puis il y a cette notion logico-linguistique du je comme token réflexif ou comme indexical qui désigne l'individu qui se trouve dans une certaine relation avec l'occurrence du mot. Ces deux choses-là semblent tout à fait différentes. Et pourtant, on voit bien que, comme diraient les anglophones, ce sont deux faces de la même pièce, forcément. Je, le moi, c'est la même chose. Et pour exprimer sa conscience de soi, on doit dire « je », etc. Donc, comment peut-on comprendre les relations entre les deux et comment peut-on réconcilier la proximité évidente, je trouve, entre le « je » et le « moi », entre « je » et le « moi », d'un côté, et de l'autre, le fossé qui semble pourtant exister entre le phénomène linguistique de l'indexicalité dont « je » est une illustration,
et le phénomène psychologique de la conscience et de la subjectivité. Comment est-ce qu'on peut établir un pont entre ces deux phénomènes? Donc, comme je le disais, le cours de cette semaine s'intitule « Je et le moi », et donc c'est ce sujet-là dont je vous parle aujourd'hui. Et je pense que, et c'est l'essentiel de ce que j'ai à vous dire dans cette séance, je pense qu'il y a plusieurs façons de voir les choses. Il y en a deux principales, je pense, et puis je mentionnerai quand même aussi une troisième. Enfin, je commencerai à évoquer une troisième qui sera pertinente pour le cogito. Et les deux façons principales de voir les choses consistent, étant donné qu'on a « je », ce phénomène linguistique de l'indexicalité, de la token réflexivité, analysé la dernière fois, et puis on a le « moi », la conscience de soi, l'accès à soi, immédiat, direct, etc., dont Anna Justina vous a parlé dans le séminaire et dont je parlerai les prochaines séances à travers le thème du cogito. Donc, on a ces deux choses et on peut partir de l'une et aller vers l'autre. Et donc, puisqu'on a ces deux choses, il y a deux stratégies. Soit on peut partir du « je », et à partir du « je », essayer de se donner le « moi ». Vous avez des places, hein, si vous voulez, vers devant. Donc on peut partir du « je », partir de la perspective logocentrique des philosophes du langage et des linguistes pour aller à l'abordage du « moi », en quelque sorte, ou bien, au contraire, on peut considérer la conscience de soi, le phénomène psychologique, comme étant quelque chose de fondamental, qu'on peut aborder en abstraction de ces questions linguistiques et ensuite voir comment ça s'articule avec le phénomène linguistique. Donc c'est ça les deux stratégies que je voudrais présenter. La troisième stratégie est plutôt complémentaire de l'une ou l'autre des deux premières, donc elle ne se présente pas exactement sur le même plan. Donc la première stratégie consiste en quelque sorte à accepter la perspective logocentrique, à l'épouser complètement, à dire c'est comme ça, c'est ça qui est fondamental, c'est le je. Le je, comme les autres indexicaux, c'est quelque chose dont la valeur sémantique se détermine par rapport à l'occurrence même, à l'acte de parole, à l'énonciation, à l'instance de discours. On prend ça comme la base et on essaie de montrer qu'on peut, en quelque sorte, dériver le moi à partir de là. Ce qui est une option théorique assez radicale et étonnante en un sens, mais en même temps séduisante, en tout cas pour un philosophe français. Il n'y a pas de doute que c'est l'option sans doute qui semblera la plus attirante. Car dans cette perspective, ce qui est premier, ce qui vient d'abord, c'est le discours, c'est la communication, c'est la pratique interlocutive, c'est la pratique de la communication avec cette propriété de la communication dont je vous parlais la dernière fois, qui est ce caractère démocratique de l'échange de paroles, l'échange des tours de parole. Il se trouve qu'il y a eu des tentatives d'enraciner la notion de sujet, mais la notion politique de sujet, dans cette pratique interlocutive dont je viens de dire qu'elle est démocratique, puisque chacun est un égal, chacun à tour de rôle devient je, devient celui qui parle, devient le sujet, le locuteur. La notion de sujet en politique intervient il y a une notion de sujet, le sujet du souverain, disons, le sujet assujetti. C'est une notion de sujet, mais il y a aussi la notion de sujet libre, et ça, c'est le citoyen. Dans la sphère politique, il y a cette idée du sujet. Et il y a eu des tentatives pour enraciner cette notion de sujet dans la pratique de la communication. C'est ce que j'essayais d'évoquer en soulignant le caractère démocratique de l'échange de paroles ordinaire, où chacun est égal et prend la parole à son tour. Mais on pourrait aller plus loin dans le même sens et essayer d'enraciner la notion de sujet en général dans ce phénomène interlocutif, dans cette pratique interlocutive. Et ça, c'est une idée
qui est celle de Benveniste. Je reviens à Benveniste, dont je vais parler aujourd'hui, parce que c'est lui qui... Enfin, je pense qu'il y a d'autres gens qui ont dû tenter de faire quelque chose de ce genre, et là, je n'ai pas vraiment documenté la chose. Je suis sûr que d'autres l'ont fait. En tout cas, chez lui, on trouve une tentative très explicite de faire cela. C'est-à-dire de prendre comme donnée de base la pratique interlocutive, l'échange des tours de parole, la personne au sens linguistique, première personne, deuxième personne, et considérer que la notion de sujet, la notion de soi, toutes ces notions-là dérivent de là, viennent de là. Ils viennent de cette pratique du discours, qui est donc la chose première. Alors il écrit: c'est en s'identifiant comme personne unique prononçant « je » que chacun des locuteurs se pose à son tour comme sujet. Et il nous met sujet entre guillemets, et en fait, il n'aura de cesse que de développer l'idée que la notion même de sujet, la notion de subjectivité, et comme on le verra, même la conscience de soi, tout ça dérive du phénomène interlocutif. Il écrit ça dans l'article sur la nature des pronoms, qui est repris dans les problèmes de linguistique générale. Dans le même volume des problèmes de linguistique générale, on a le grand texte de 1958 de la subjectivité dans le langage, où j'ai déjà puisé des citations. Et là, on trouve un texte assez détaillé où il développe cette approche du soi à partir du je. Et voilà ce qu'il dit. C'est dans et par le langage que l'homme se constitue comme sujet. Parce que le langage seul fonde en réalité, dans sa réalité, c'est-à-dire dans la réalité du langage, qui est celle de l'être. Donc là, il y a une sorte de parenthèse où il nous dit que l'être, c'est le langage. Et ça fait écho à d'autres travaux de Benveniste, mais je passe là-dessus. Parce que le langage seul fonde en réalité, dans sa réalité qui est celle de l'être, le concept d'ego. Donc ego, la réalité de l'ego, elle nous vient du langage. Et elle nous vient du fait qu'il y a le mot « je » dans le langage, qui a les propriétés de token réflexivité. Il précise: la subjectivité, toujours entre guillemets, dont nous traitons ici, est la capacité du locuteur à se poser comme sujet, dont on vient de voir qu'il dit que ça vient précisément de cette capacité de dire « je » à son tour. Elle se définit, la subjectivité, non par le sentiment que chacun éprouve d'être lui-même. Parenthèse, ce sentiment, dans la mesure où on peut en faire état, n'est qu'un reflet. Donc il évacue déjà ce sentiment d'identité, ce sentiment d'être soi-même, en disant ça c'est une sorte de conséquence, un reflet de quelque chose de plus fondamental. Elle se définit donc non par le sentiment que chacun éprouve d'être lui-même, mais comme l'unité psychique qui transcende la totalité des expériences vécues qu'elle assemble et qui assure la permanence de la conscience. Donc là, il nous parle vraiment de la conscience, qui a cette propriété notamment d'unité. Enfin, ça fait partie des choses qu'on dit à propos de la conscience, tout ce qu'il nous dit. Il y a la conscience, le caractère autobiographique, le fait de rassembler tout un ensemble d'expériences dans une autobiographie de soi-même, dans une sorte d'autobiographie que l'on porte avec soi. Et on a aussi ce sentiment de permanence établi à travers la mémoire. Or, dit-il, nous tenons que cette subjectivité, toujours entre guillemets, qu'on la pose en phénoménologie ou en psychologie. Donc là, il reconnaît qu'il y a deux disciplines qui s'occupent de ça, qui sont la philosophie, avec notamment le courant phénoménologique, et puis la psychologie. Qu'on la pose en phénoménologie ou en psychologie, cette subjectivité n'est que l'émergence dans l'être d'une propriété fondamentale du langage. Est ego qui dit ego. Nous trouvons là le fondement de la subjectivité qui se détermine par le statut linguistique de la personne. Donc on peut difficilement être plus explicite quant à l'intention fondamentale de Benveniste, qui est de réduire le soi au je, en disant que c'est parce que dans le langage on a ce dispositif que ça fait émerger la subjectivité, la conscience de soi et tout ce dont parlent les philosophes et les psychologues.
Donc je pense que il y a beaucoup de choses dans ce passage, j'en ai mentionné certaines en le lisant. Et l'idée centrale, il me semble qu'il y a deux idées en fait. Il y a premièrement l'idée que la pratique sociale de l'interlocution avec cet échange caractéristique des tours de parole, ça apporte la notion de personne au sens linguistique. C'est quelque chose de nouveau, dont on peut appeler ça personne, c'est ce que fait linguistique, c'est cette idée de ce rôle avec ce caractère démocratique de l'échange de parole. Et ça se manifeste par ce couple solidaire, première personne, deuxième personne. Les deux protagonistes de l'acte communicatif qui échangent leur rôle dans la conversation. Comme on l'a vu la dernière fois, la troisième personne est en dehors du champ, c'est une non-personne, c'est simplement quiconque ou quoi que ce soit qui n'est pas un des interlocuteurs, un des protagonistes de l'acte de communication. Donc ça, c'est la première idée. On a la pratique sociale de l'interlocution, et la deuxième idée, c'est que le moi n'est rien d'autre que la première personne. Donc c'est une projection du langage, si vous voulez. Alors, ça paraît dur à avaler dans la mesure où le moi, c'est avant tout, comme je disais, la conscience de soi. La conscience de soi, ça n'a pas l'air linguistique. Sauf dans la mesure où la conscience de soi implique notamment, parmi les phénomènes liés à la conscience de soi, il y a le monologue intérieur, donc quelque chose qui est effectivement lié à la parole, et puis où il peut y avoir même l'emploi de je. Mais ça paraît quand même quelque chose de relativement marginal dans l'ensemble foisonnant des phénomènes relevant de la conscience de soi. Mais Benveniste répond à cette idée que quand même le moi c'est la conscience de soi, et ça c'est pas linguistique. Il nous dit: la conscience de soi n'est possible que si elle s'éprouve par contraste. Je n'emploie je qu'en m'adressant à quelqu'un qui sera dans mon allocution un tu. C'est cette condition de dialogue qui est constitutive de la personne, car il implique en réciprocité que je deviens tu dans l'allocution de celui qui à son tour se désigne par je. Donc ce qu'il dit, c'est que s'il n'y avait pas cette alternance des rôles, il n'y aurait pas la conscience de soi, parce que la conscience de soi implique la conscience de l'autre. C'est la conscience de soi par rapport à l'autre. Donc ça aussi, c'est une thèse qui est très forte et qu'on peut discuter. C'est vrai que le soi, c'est aussi quelque chose qui se définit par rapport à l'autre, mais est-ce que ça n'est que cela? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir le soi, la conscience de soi, indépendamment de l'autre? C'est une question qui se pose, en tout cas pour Benveniste, non. Pour Benveniste, il y a le soi, c'est quelque chose d'essentiellement contrastif, et ce contraste n'existe qu'à travers la pratique interlocutive qui fait intervenir le je et le tu. C'est à ce moment-là qu'on a cette mise en présence à égalité de deux sujets dont l'un est moi et l'autre est tu. Donc ce qui veut dire, c'est que l'homme se pose comme sujet en disant « je » dans le dialogue, c'est ça le fait fondamental, et à partir de là, il peut aussi se penser comme sujet, à partir du moment où il participe à la parole et il est un « je », à partir de là, il peut se penser comme sujet et construire le récit autobiographique intime qui permet d'assembler, comme il dit, la totalité des expériences vécues. Et le sentiment d'être soi-même n'est, dit-il, qu'un reflet. Donc la première stratégie dont je voulais vous parler, celle qui consiste à partir du je et aller vers le moi, consiste à dire que le moi, le sujet de conscience, se constitue à travers l'échange dialogique. La subjectivité est ainsi rendue possible par l'intersubjectivité dont le discours, avec son alternance du je et du tu, fournit le paradigme. Donc, ce qui est premier, ce n'est pas la subjectivité, c'est l'intersubjectivité. Et ça signifie que le moi est fondamentalement social. Je pense que c'est aussi l'idée de Benveniste en disant que le moi n'existe que de façon contrastive dans le rapport avec un tu. Et ça, c'est tout à fait contraire à une approche qu'on pourrait dire plus solipsiste de Descartes.
Chez Descartes, l'interlocution ne joue pas un grand rôle. Benveniste, lui, souligne le caractère originaire de l'intersubjectivité en considérant que la subjectivité n'est qu'une facette de l'intersubjectivité. C'est un aspect d'un phénomène plus complexe. Et il dit que cette conception, où l'intersubjectivité est originaire, cette conception, dit-il, permet d'échapper aux, je le cite, aux vieilles antinomies du moi et de l'autre, de l'individu et de la société. Et voilà le passage où il nous parle de la dualité du moi et de l'autre, ou de l'individu et de la société. Dualité, dit-il, qu'il est illégitime et erroné de réduire à un seul terme originel. Que ce terme unique soit le moi, qui devrait être installé dans sa propre conscience pour s'ouvrir alors à celle du prochain, dans un deuxième temps donc, ou qu'il soit au contraire la société, qui préexisterait comme totalité à l'individu, et d'où celui-ci ne se serait dégagé qu'à mesure qu'il acquérait la conscience de soi. C'est dans une réalité dialectique englobant les deux termes et les définissant par relation mutuelle qu'on découvre le fondement linguistique de la subjectivité. Pardon. Voilà, donc ça c'est cette première stratégie. On pourrait cette stratégie aussi la développer en partant d'un autre point, en partant de l'idée de réflexion, à cause du lien dont je parlerai assez longuement entre le moi et la réflexion, le phénomène de la réflexion. Dans la réflexion, la pensée se prend elle-même pour objet. Il y a une sorte de... La pensée se retourne vers elle-même, et aussi bien le sujet de pensée devient objet pour lui-même. Donc la réflexion, le moi, c'est aussi le sujet donné à lui-même dans la réflexion, le sujet qui se prend lui-même pour objet de pensée. C'est ça le moi en un certain sens. Et on retrouve ici le vieil adage, le connais-toi toi-même, gnotis eoton, l'idée de se connaître soi-même, c'est ça qu'on a dans la réflexion. Alors bien entendu, il y a aussi une conscience de soi qui n'est pas réflexive. On a parlé, il y a deux ou trois places, vous pouvez venir. Restez pas debout, vous allez vous fatiguer. Donc il y a aussi une conscience de soi qu'on appelle pré-réflexive. C'est une expression de Sartre, c'est quelque chose de très important, et j'en parlerai tout à fait à la fin du cours, mais je réserve ça pour plus tard. Donc en tout cas, le moi, ça semble quelque chose qui est donné dans la réflexion quand le sujet, le je, se prend lui-même pour objet. Or, selon Platon, c'est une idée bien connue, Platon nous dit que la pensée réfléchie, c'est le dialogue de l'âme avec elle-même. La réflexion, c'est quelque chose d'essentiellement dialogique. C'est comme le sujet se parle à lui-même. Et donc, la réflexion, ainsi comprise, présuppose la structure du discours avec son intersubjectivité caractéristique. En tout cas, ça, c'est une façon de voir la pensée réfléchie comme une sorte de dialogue intérieur. Et si c'est une façon correcte de représenter les choses, à ce moment-là, on obtient le résultat voulu, c'est-à-dire qu'on a d'abord le discours avec son alternance je-tu, la structure du dialogue, c'est ce qui est premier, et la pensée réfléchie peut être vue elle-même comme un discours intériorisé, un discours muet, un discours sans parole, un dialogue qui se passe à l'intérieur de l'esprit. Et le moi est le produit de cette réflexion, le produit de cette activité dialogique intériorisée, disons. Donc ça, c'est une autre façon peut-être d'aboutir à cette idée que ce qui est premier, c'est la pratique interlocutive, et le moi est quelque chose qui émerge de cela. Donc ce ne sont que des pistes, tout cela, et pour donner de la substance et de la crédibilité à cette option, il faudrait évidemment aller beaucoup plus loin dans l'argumentation, discuter beaucoup plus les détails. Alors peut-être certains théoriciens l'ont-ils fait, c'est ce que je signalais, il y a des
des échos dans la philosophie allemande. Il y a des auteurs comme Vygotsky qui seraient peut-être pertinents. Il faudrait voir un peu les gens qui auraient voulu explorer ces pistes-là. Mais ce n'est pas moi ce que je vais faire. Moi, je vais maintenant passer à l'autre façon de voir, qui est beaucoup plus classique. L'autre façon de voir, donc, prend le moi comme point de départ, considère qu'il y a une réalité psychologique de la conscience de soi, c'est quelque chose qui existe. On part de là et on essaie de voir comment on va pouvoir rejoindre le je. Ce qui peut conduire à explorer cette deuxième voie, ce qui devrait conduire naturellement à explorer cette deuxième voie, c'est le fait que, d'une façon générale, on peut dire que le langage exprime la pensée. Et si on admet cette idée naïve, mais en un sens très évidente et très répandue, ça veut dire qu'il faut bien qu'il y ait quelque chose que le langage exprime, et ce quelque chose doit être promis en un certain sens. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des aspects où le langage prend la priorité et où la pensée suit le langage. Il y a certainement des tas d'aspects, mais d'une façon générale, il y a ce cadre où si on accepte l'idée que le langage exprime la pensée, que les mots expriment si on accepte ça, on doit reconnaître une certaine primauté à la pensée. Je précise que ceux qui mettent en cause cette primauté, qui vont dans le sens de Benveniste, reconnaissent qu'en fait, ils doivent abandonner l'idée que le langage exprime la pensée. Sur le site du Collège de France, si vous cherchez, vous verrez un exposé que j'ai fait avec le titre « Penser avec le langage » dans un colloque de rentrée du Collège de France, je crois que c'était en 2018, où je discutais cette question, ces différentes... les cas notamment où c'est le langage qui a la primauté et la notion d'expression qui implique que c'est la pensée qui est première. Et je citais parmi les auteurs qui donnent la primauté au langage la reconnaissance par ces auteurs du fait qu'ils abandonnent l'idée que le langage exprime la pensée. Et je citais deux auteurs, je citais Vygotsky et Merleau-Ponty, les deux disant quelque chose comme ça, que le langage n'exprime pas vraiment la pensée, ce n'est pas de l'expression, puisqu'il la crée. Donc, on ne peut pas l'exprimer s'il la crée. Mais en tout cas, si on accepte le cadre traditionnel selon lequel le langage exprime la pensée, ça implique une certaine priorité, au moins à un certain niveau et dans une certaine mesure pour la pensée. Ça signifie que ce qui donne un sens aux mots que nous employons, ce sont les concepts que nous leur associons. Donc à chaque fois, vous avez le langage, vous avez des mots. Qu'est-ce qui correspond ? Il y a certains concepts qui correspondent à des représentations mentales dans l'esprit. Et c'est en vertu de cette association, notamment avec ces représentations mentales, que les mots ont le sens qu'ils ont pour nous. Et de même, les phrases que nous prononçons quand nous disons des choses, ces phrases expriment nos états mentaux. Pour prendre un exemple vraiment tout simple, mais dans ces domaines-là, autant faire simple, en ouvrant les volets, je vois qu'il fait beau. Et si je dis « il fait beau », je communique la connaissance ainsi acquise du temps qu'il fait. Mon énoncé exprime publiquement et rend accessible à tous l'opinion que j'ai formée sur la base de ma perception. Donc au départ, j'ouvre les volets, je vois, j'ai ma perception, je forme cette opinion qui fait beau sur la base de cette perception et je l'exprime en disant « il fait beau ». Et dans cette perspective-là, on a ce niveau, disons, de la pensée. Et le contenu de l'énoncé, à savoir ce que les philosophes appellent la proposition qu'il fait beau, ce contenu, ça n'est rien d'autre que le contenu de l'opinion qu'on exprime et qu'on a formé sur la base de la perception. C'est le même contenu, c'est la même proposition. Il se trouve qui est à la fois le contenu de la pensée, qui devient le contenu de l'énoncé, qui exprime la pensée. Donc si on suit cette voie-là en disant que quand vous avez un énoncé, vous avez l'énoncé un certain contenu, il a le contenu en vertu du fait qu'il y a une pensée qui l'exprime, qui a ce contenu. Ça, d'ailleurs, petite parenthèse, il y a des gens qui insistent beaucoup, notamment dans la tradition de Grice, sur le fait que le sens
le contenu des mots que nous prononçons dépend des intentions communicatives, de nos intentions communicatives, car les mots sont extrêmement ambigus, sous-déterminés, comme on l'a vu, il y a les indexicaux, etc. Ce qu'on veut dire, souvent, n'est pas très clair, et ça dépend des intentions de celui qui parle. Donc ça, c'est une idée très largement acceptée, mais les intentions de celui qui parle, c'est encore des états mentaux. Donc il y a l'idée que, sous-jacent à l'emploi du langage, il y a des états mentaux. Les états mentaux, ils ont déjà du contenu. Et l'idée d'expression, c'est l'idée qu'un énoncé donné exprime le contenu d'un état mental. Et donc, il y a cette, en quelque sorte, priorité de l'état mental. Alors, si on va dans cette voie, on n'est pas du tout forcé de le faire, mais si on va dans cette voie, qui est la voie traditionnelle, alors on pourrait très bien considérer que les phrases en première personne, les phrases où il y a le mot « je », quand nous les prononçons, expriment des pensées qui sont elles-mêmes des pensées en première personne. Ce serait simplement suivre cette voie, de dire que c'est clair que les phrases en première personne n'ont pas exactement le même contenu qu'une phrase en troisième personne. Ça n'exprime pas exactement la même pensée, et on pourra dire que donc, du côté des pensées, on trouve aussi cette notion de première personne. On aura une idée de pensée en première personne, et une pensée en première personne, c'est une pensée qui fait intervenir le concept de moi-même. Si je pense moi-même, ça c'est une pensée en première personne, et comment je l'exprime? Je l'exprime en disant je. Donc le mot je exprime ce concept de moi-même, qui est un concept qui existe dans la pensée et dont on peut aussi suivre le développement chez le petit enfant, etc. Donc cette perspective est tout à fait le contraire de la première. Dans cette perspective, c'est le concept de moi-même qui est premier, et le mot « je » est la façon dont on l'exprime linguistiquement. Alors, j'ai présenté cette conception, qui est la conception dont j'ai dit à la fois qu'elle est naïve et qu'elle est traditionnelle. Et en général, je pense que la naïveté n'est pas un défaut, je précise, c'est plutôt une qualité dans ces matières de partir des choses les plus simples et peut-être les plus évidentes. Donc c'est une conception traditionnelle. Je dois préciser que Benveniste, évidemment, il est au courant que c'est possible de penser de cette façon-là, et il a une objection à cette analyse. Et c'est une objection intéressante, et je vous propose de la discuter en détail. Il dit, mais ça n'existe pas, le concept dont vous parlez là, ce concept de moi. Il n'existe pas, qui serait exprimé par je. Il dit, il n'y a pas de concept « je » englobant tous les « je » qui s'énoncent à tout instant dans les bouches de tous les locuteurs, au sens où il y a un concept « arbre » auquel se ramènent tous les emplois individuels du mot « arbre ». Donc, il nous dit, d'accord, dans le cas du mot « arbre », c'est vrai que le mot « arbre » exprime un concept qui est le concept d'arbre. Là, il y a le concept qui est premier, et le mot est simplement la façon dont on exprime ce concept. Mais ça ne marche pas comme ça pour le mot « je ». Parce que pour le mot « je », il n'y a pas le concept que le mot « je » exprimerait. C'est le mot « je » directement qui fait référence. Il ne se contente pas d'exprimer un concept qui lui-même aurait quelque chose dans son extension. Mais j'anticipe, je veux discuter, comme j'ai dit, de façon approfondie l'objection de Benveniste. Je pense que c'est une très bonne objection, mais la discuter va nous montrer qu'il y a peut-être plus d'options qu'il ne croit. Et ce qui est intéressant, c'est que ce débat, en fait, en rejoint d'autres beaucoup plus contemporains, si je dis ça pour les spécialistes. Donc, il est vrai, et Benveniste a raison de souligner, qu'une expression indexicale comme « je », le mot type « je », ou comme le mot type « ici », n'exprime pas un concept défini comme le nom « arbre » exprime un concept défini. Pourquoi? C'est important de voir pourquoi ça n'exprime pas un concept défini. Et je pense qu'on peut le montrer simplement à partir d'une prémisse toute simple, qui est qu'un concept défini, A, doit avoir une extension. Une extension, c'est ce qui tombe sous le concept. Si vous avez un concept défini, vous avez une extension qui est elle-même définie. Ça ne veut pas dire qu'il doit y avoir des choses qui tombent sous le concept. On a un concept comme le concept de licorne, dont j'ai parlé il y a quelques années dans mon cours. Il n'y a rien qui tombe sous le concept de licorne. Il n'y a pas de licorne.
Mais ça n'empêche pas que c'est un concept défini qui a une extension définie. L'extension définie, c'est 0. Il n'y en a pas. Mais c'est une extension qui est définie. Sous le concept d'arbre, c'est un concept défini, tout ce qui est arbre tombe sous le concept. Alors il peut y avoir des cas un peu litigieux, est-ce que c'est un arbre, est-ce que c'est pas un arbre, ça je fais abstraction de ça. Il y a quand même un concept défini parce qu'on a un concept sous lequel il y a une extension qui est l'ensemble des arbres. J'accepte aussi, c'est quelque chose que tout le monde n'accepte pas, ce qu'on appelle des concepts singuliers. Quand je dis que tout le monde n'accepte pas ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'emploient le mot concept que si l'extension est en principe multiple, ou virtuellement au moins multiple. Mais il y a des concepts singuliers, c'est-à-dire qui n'ont dans leur extension qu'un objet unique, non pas de façon contingente, mais aussi de façon nécessaire. Par exemple, le premier homme à avoir marché sur la Lune, on peut considérer que c'est un concept et qui a une extension, mais là c'est un concept singulier qui a un objet unique dans son extension. Peut-être que la Lune, enfin bon, le concept de Lune n'est pas un concept singulier, parce que des lunes, il peut y avoir toutes sortes de lunes, puisque c'est une notion relative, mais bon, oublions. En tout cas, je voudrais distinguer les concepts généraux, qui en principe peuvent avoir plusieurs choses dans leur extension, par exemple le concept de cosmonaute, tous les cosmonautes entrent dans l'extension du concept de cosmonaute. Le concept inclut dans l'extension toute personne qui est cosmonaute, et un concept singulier comme le premier homme à avoir marché sur la Lune. En tout cas, tous ces concepts, qu'ils soient vides, comme le concept de licorne, singuliers, comme le concept le premier homme à avoir marché sur la Lune, ou généraux, comme le concept de cosmonaute, tous ces concepts-là ont une extension définie. Mais maintenant, on prend un concept indexical, pas le concept d'arbre, mais le concept de cet arbre. Le concept de cet arbre, c'est un concept singulier qui se rapporte à cet arbre. Cependant, l'expression que je viens d'employer, cet arbre, avec cette expression, j'ai exprimé ce concept singulier, qui est la façon dont je me représente l'arbre quand je le regarde. Je pense que cet arbre est très beau. Donc il y a dans ma pensée une certaine représentation, un certain concept qui se rapporte à cet arbre. Mais l'expression que j'ai employée, l'expression cet arbre, l'expression type, n'encode pas ce concept. Elle ne l'encode pas de façon conventionnelle. Et ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas un concept unique qui exprime l'expression cet arbre à chaque fois qu'elle est employée. Pourquoi ? Parce que moi, quand je dis cet arbre en regardant l'arbre en question, ma pensée se rapporte à cet arbre-ci, pas à un autre. Donc ce qui tombe dans l'extension de mon concept, c'est cet arbre-ci, mais pas les autres. C'est très différent du concept arbre. Le concept d'arbre, il a dans son extension tous les arbres. Mais le concept cet arbre se rapporte à un arbre particulier. Quand moi je dis cet arbre est très beau, je fais référence à cet arbre aussi, et c'est cet arbre aussi qui tombe dans l'extension de mon concept. Mais quand vous, un peu plus tard, ailleurs, au milieu d'un champ, vous allez dire cet arbre aussi est très beau, vous serez en train de penser à un autre arbre, et votre concept singulier se rapportera à l'arbre que vous voyez à ce moment-là. Donc à chaque fois qu'on emploie une expression comme cet arbre, certes, il y a un concept singulier qu'on exprime. On pense à un arbre particulier qui nous est donné de façon démonstrative dans la perception. Mais à chaque emploi, c'est un arbre différent. Donc à chaque emploi, c'est une extension différente, au moins virtuellement. Et si c'est une extension différente, ça veut dire que c'est un concept différent. Parce que là, je suis en train de partir de l'idée qu'un concept est notamment individualisé par son extension. Un concept doit avoir une extension déterminée. Si vous changez le concept, si vous changez l'extension, vous changez le concept. S'il n'y a pas d'extension déterminée, il n'y a pas de concept. Donc une expression comme cet arbre, tout comme le mot type je qui ne désigne personne en particulier,
Une expression comme cet arbre, l'expression type cet arbre ne se rapporte à aucun arbre en particulier et n'exprime aucun concept particulier. Mais une occurrence de l'expression cet arbre, utilisée par une certaine personne dans une certaine situation de perception, cette occurrence-là va exprimer un concept singulier dans l'esprit de cette personne, et ce concept va avoir dans son extension l'arbre que cette personne est en train de regarder. Mais une autre personne qui va employer l'expression un peu plus tard, la même expression, exprimera un autre concept singulier se rapportant à un autre arbre. Donc c'est vrai qu'il y a une différence entre un mot comme arbre qui est associé en tant que mot type conventionnellement au concept d'arbre, au concept général d'arbre, toujours le même concept. Benveniste a raison, si je reviens à sa citation, il y a un concept arbre auquel se ramènent tous les emplois individuels du mot arbre. À chaque fois qu'on emploie le mot arbre, on exprime le concept d'arbre, toujours le même. C'est toujours le même concept qui est associé au mot arbre. Mais là, je ne suis pas en train de parler du mot arbre, je suis en train de parler de l'expression cet arbre. Si le mot arbre exprime le concept d'arbre, l'expression complète cet arbre, elle, exprime mon concept singulier de l'arbre que je suis en train de regarder. Et ce concept singulier-là, il n'est pas exprimé par l'expression type cet arbre, puisque la même expression type cet arbre dans la bouche de quelqu'un d'autre exprimera un autre concept singulier se rapportant à un autre arbre. Donc, il y a une différence entre arbre, qui exprime un concept déterminé dans la langue, qui est associé en vertu des conventions de la langue à un concept particulier, toujours le même, et une expression démonstrative comme cet arbre, qui, en tant qu'expression type de la langue, n'est pas associée à tel ou tel concept singulier. Donc Benveniste a raison là-dessus. Mais ça n'empêche pas que je soutiens, et là contre lui, que l'expression est quand même associée quand je l'emploie. Quand je suis dans un contexte et que je l'emploie, mon occurrence de cet arbre, alors, exprime un concept singulier, qui est mon concept de l'arbre que je suis en train de regarder. Simplement, il faut admettre que ce concept n'est pas encodé par l'expression type, de même que je n'encode pas, ne désigne pas une personne particulière, ce n'est pas un nom propre. Je désigne, quand quelqu'un parle et qu'il dit je, ça le désigne lui-même, mais c'est l'occurrence qui le désigne lui-même. Le mot type ne désigne personne. De même, le mot type, l'expression type cet arbre, ne se rapporte à aucun arbre particulier et n'exprime aucun concept singulier particulier. C'est une occurrence de l'expression cet arbre qui désigne un arbre particulier et qui exprime un concept singulier, le concept singulier de la personne qui perçoit l'arbre dont il parle. On a la même chose avec les autres expressions indexicales. Maintenant, je voudrais changer. Donc, au lieu d'une expression démonstrative comme cet arbre, prenons ici la représentation d'un lieu. Lorsque je pense ici, je pense à un certain lieu qui est évidemment le lieu où je me trouve. Et c'est ce lieu et ce lieu uniquement qui tombe sous mon concept. Donc, ici, quand je dis ici, quand je dis par exemple ici il y a des fenêtres mais elles sont toujours fermées, par exemple, observation sur l'amphi à Boix où je me trouve, quand je dis ici, je fais référence à un certain lieu et j'exprime un certain concept qui est un concept singulier. Ce qui tombe sous mon concept, c'est le lieu où je me trouve et uniquement lui. C'est l'amphi Alboix, en l'occurrence. Donc j'exprime en disant ici un concept singulier qui correspond à la façon dont je me représente le lieu dont je parle, qui est le lieu où je me trouve. Mais si un peu plus tard, quand je ne serai plus ici, quand je serai retourné dans mon bureau, je pense ici, c'est luxe, calme et volupté, par exemple. Si je pense ça à propos de mon bureau, ce ne sera pas le même concept, ce sera un concept dont l'extension est différente. Mon concept de ici, que j'emploierai plus tard, une fois que je serai dans mon bureau, se rapportera non pas à cet amphithéâtre, mais à mon bureau. L'extension sera différente et ça nous montre que le concept singulier lui-même n'est pas le même. C'est un concept singulier qui se rapporte à mon bureau. Ici, c'est un concept singulier qui, au moment où je vous parle, se rapporte à cet amphithéâtre. On a des concepts singuliers différents d'une occurrence à l'autre,
Et c'est nécessaire de dire ça dans la mesure où l'extension change. On sait très bien que quand je dis ici, je parle du lieu où je me trouve, mais pas d'un autre lieu. Et le mot ici n'exprime pas un concept qui, comme dit Benveniste, rassemblerait tous les lieux où on peut se trouver et penser ici, c'est-à-dire tous les lieux du monde. Non. Ce qui se passe avec ces mots, c'est simplement qu'ils expriment bien des concepts, mais les concepts qu'ils expriment dépendent du contexte, dépendent de l'occurrence. À chaque fois qu'on les emploie, on a un concept nouveau, car c'est un concept qui n'est accessible qu'à travers le fait, par exemple, qu'on occupe le lieu en question. On ne peut penser à un lieu comme ici, on ne peut penser à un lieu sous le concept d'ici, que si on occupe le lieu en question. Donc dès que je quitte le lieu, l'amphi Alboite, je ne peux plus penser à ce lieu comme ici. Je dois y penser comme peut-être l'amphi Alboite. Si vous voulez, on pourrait utiliser une terminologie qui vient d'un Christopher Pickott, c'est un philosophe qui a été invité ici par ma chère il y a peut-être 2 ou 3 ans, il n'y a pas très longtemps, et il a une notation pour des concepts comme ceux qu'on exprime avec les indexicaux, comme ici. Ce qu'il y a sur l'écran, ici, c'est la représentation de 2 concepts distincts, 2 concepts singuliers distincts, du même type, du type ici, du type correspondant à ces concepts qu'on exprime avec le mot ici. Le premier, c'est le concept ici Alboite. C'est un concept qu'on ne peut former, déployer, que quand on se trouve dans l'amphi Alboite. C'est à ce moment-là on peut penser à l'amphi Alboite comme ici. Et le concept singulier qu'on déploie, c'est un concept portant sur un certain lieu, un lieu déterminé, l'amphi Alboite. Et le concept ici, mon bureau, c'est un autre concept que je peux déployer seulement quand je me trouve dans mon bureau. Et à ce moment-là, je peux penser à mon bureau comme ici. Ce n'est pas le même concept, même si c'est un concept du même genre, qui utilise les mêmes ressources, disons, mentales. On a une sorte de capacité à former des concepts ici, qui se portent à chaque fois sur le lieu où l'on se trouve, mais cette capacité, à chaque fois qu'on la déploie, c'est un concept nouveau. C'est-à-dire qu'on réinitialise en quelque sorte le concept à chaque fois. Ce n'est pas le même concept. Quand je pense ici, maintenant je vous dis ici, il y a des fenêtres, mais on ne les voit jamais ouvertes. Je vous dis ça. Ensuite, je quitte cette pièce, je vais dans mon bureau et je dis ici quelque chose. Ce n'est pas le même concept, c'est le même mot. C'est le même mot ici, qui a la même signification linguistique, certes. Et ces 2 concepts du même type, ces 2 concepts de type ici, si vous voulez, si on classifie les concepts en les mettant dans des familles, mais ce n'est pas le même concept singulier, comme le montre le fait que l'extension du concept a changé. Le premier concept se rapporte à l'amphi Alboite, le second se rapporte à mon bureau. Donc pour résumer, le mot type ici n'est pas associé à un concept défini, contrairement au mot arbre qui est associé à un concept défini. Un concept défini n'émerge que relativement à un contexte où le sujet qui déploie le concept se trouve en un lieu précis auquel il se rapporte en disant ici. Seules les occurrences particulières du mot ici expriment un concept défini, un concept qui varie d'occurrence en occurrence en fonction du contexte et du lieu où se trouve le sujet. Donc évidemment, tous ces concepts appartiennent à la même classe, comme j'ai dit, mais il s'agit néanmoins de concepts différents. Et le contraste c'est avec un mot comme arbre qui exprime un concept unique, toujours le même, qui a dans son extension tous les arbres. Et ce qui est intéressant, c'est que donc on peut dire à propos ce qu'on dit en général sur la référence des indexicaux. Pour les indexicaux comme je, tu, ici, etc., pour la référence, c'est-à-dire ce qu'ils désignent, on dit que ce qu'ils désignent dépend du contexte, varie avec l'occurrence, varie avec le contexte. Je, tantôt me désigne moi, tantôt désigne une autre personne, si c'est l'autre personne qui parle. Donc on admet que la référence varie, et on admet aussi qu'on ne peut pas associer une référence particulière au mot type. Le mot je ne désigne personne en particulier. Tout ce que j'ai dit sur les indexicaux au niveau de la référence, on peut dire la même chose au niveau du concept qu'ils expriment. Le mot type n'exprime pas un concept défini, seules les occurrences expriment des concepts définis qui sont potentiellement différents d'une occurrence à l'autre.
Et de ce fait, il n'est pas nécessaire de nier, comme le fait Benveniste, que les expressions indexicales expriment des concepts. Donc, il n'est pas nécessaire de nier que je exprime le concept moi-même. Il suffit de dire que seules les occurrences concrètes de ces expressions expriment des concepts. Donc, le mot type je n'exprime pas, Benveniste a raison, le mot type je n'exprime pas un concept, contrairement au mot arbre, au mot type arbre qui exprime le concept d'arbre. Le mot type je n'exprime pas de concept, il a raison. Ça ne veut pas dire pour autant que quand on emploie le mot je, une occurrence du mot je n'exprime pas de concept. On peut dire oui, quand vous employez je, vous exprimez votre concept de vous-même. Alors, comme il est déjà tard, je vais tout de suite passer à l'idée que l'idée de Frege, une citation bien connue de Frege qui, à propos de je, nous dit quelque chose comme ce que je viens de vous dire à propos des concepts indexicaux comme ici se rapportant à l'endroit où je me trouve ou cet arbre se rapportant à l'arbre que je vois. Ce qu'il nous dit, Frege, c'est que le concept de soi, donc lui il admet qu'il y a un concept de soi-même, et il fait remarquer que c'est un concept différent pour chaque personne, puisque pour chaque personne, son concept de soi le représente lui-même, se rapporte à lui-même. L'individu qui tombe dans l'extension de mon concept moi-même, c'est moi, et uniquement moi. Mon concept de moi-même ne vous inclut pas vous dans son extension. Donc j'ai mon propre concept singulier de moi-même, et vous avez le vôtre. Et c'est ce que nous dit Frege dans le passage en question. Chacun est donné à soi-même d'une manière particulière et originelle, comme il n'est donné à personne d'autre. Si le docteur Lauben pense qu'il a été blessé, s'il pense j'ai été blessé, il s'appuiera vraisemblablement sur la manière originelle dont il est donné à lui-même, et seul le docteur Lauben peut saisir la pensée ainsi déterminée. Donc il y a cette idée qu'il y a ces concepts singuliers dont l'extension est déterminée, mais les expressions indexicales nous servent, comme je, nous servent à exprimer ces concepts-là, mais à chaque fois que quelqu'un utilise l'expression indexicale, ça va être un concept différent, de même que ça va être un référent différent. L'extension va être différente, le concept va être différent, et le concept n'est exprimé que par une occurrence donnée, pas par le mot type, puisqu'il n'y a pas moyen, comme dit Benveniste, de collecter tous ces concepts différents. Ce sont des concepts différents, c'est le même mot qui peut servir à chaque fois à les exprimer. Alors on pourrait utiliser la notation de Peacock ici. On a ce type de concept de soi. Quand moi je dis je, j'exprime mon concept de moi-même, qui n'est pas le même que le vôtre, et seul moi suis dans l'extension de mon propre concept, c'est à moi-même que je fais référence, c'est à moi-même que je pense. Quand Lauben pense à lui-même, quand il pense je, eh bien, il déploie son propre concept singulier sur lui-même, son propre concept de soi. Et encore une fois, ça n'est pas le même. C'est le même mot, cependant, mais le concept est différent. Alors, la question se pose évidemment de savoir ce que c'est qu'un concept de soi. Et je voudrais en dire un mot rapide en m'appuyant sur, certains d'entre vous reconnaissent peut-être cette image qui servait à l'affiche d'un de mes cours sur les dossiers mentaux. J'ai donné 2 années de cours sur les dossiers mentaux. En général, j'utilise cette idée de dossier mental pour éclairer ce que sont les concepts. C'est une sorte de métaphore très utile quand on pense à un concept. Qu'est-ce que c'est que le concept d'arbre ? Notre concept d'arbre, on peut penser qu'un concept d'arbre, c'est simplement un dossier mental. Comme on a une sorte d'encyclopédie mentale, on a des dossiers. On a un dossier arbre, et là, tout ce que vous savez sur les arbres, vous le mettez là-dedans. Toutes vos représentations d'arbres, ce n'est pas forcément des choses linguistiques ou conceptuelles, ça peut être sensoriel, vous mettez toutes vos connaissances sur les arbres. Donc, un dossier mental où on stocke les informations dont on dispose concernant le référent du concept. Alors, si on voit les concepts de cette façon-là, qu'est-ce que c'est que le concept de soi-même, le concept ego ?
ce sera tout simplement un dossier mental où chacun d'entre nous met tout ce qu'il sait de lui-même, toutes ses connaissances sur lui-même. Et les connaissances sur soi-même, ça inclut beaucoup de connaissances de l'intérieur, beaucoup de choses qu'on sait de l'intérieur, beaucoup de choses qu'on sait à travers le souvenir, beaucoup de choses qu'on sait par l'expérience directe, etc. Et aussi des choses qu'on sait, comme tout le monde peut savoir des choses, on peut apprendre sur nous-mêmes des choses qu'on sait par d'autres voies. En gros, toutes les connaissances du sujet sur lui-même vont dans ce dossier sur lui-même. Et ce serait ça le dossier ego. Et donc chacun d'entre nous a ce dispositif. Mais on individualise le concept, pas seulement par le dispositif abstrait, mais par son application et le fait que l'application particulière dans un cas particulier donne au concept une extension, rapporte le concept à un individu particulier. Donc mon concept de moi-même se rapporte à moi-même à travers notamment tous ces canaux informationnels qui me permettent d'obtenir des informations sur moi-même, notamment de l'intérieur, et qui viennent nourrir mon concept. Et vous avez un autre concept qui a un autre concept de vous-même qui a les mêmes propriétés générales, mais qui se rapporte à vous-même et qui n'est pas le même concept. Bon. En supposant que le concept ego soit un tel dossier mental, la question qui se pose est celle de savoir comment s'y articule le je. Parce que là, j'ai appliqué la deuxième stratégie dont je vous parlais. On parle du soi. Donc on fait cette théorie qu'il y a parmi les dispositifs mentaux qu'on peut utiliser, notamment il y a un type de dossier mental spécifique où on met les informations, on stocke les informations qu'on a sur nous-mêmes, et ce dossier mental fait référence à nous-mêmes. Et quand nous pensons à nous-mêmes, nous activons ce dossier mental. En supposant donc qu'on a cette façon d'appréhender ce que c'est que le concept de soi, en première analyse, disons, se pose maintenant le problème du pont vers le je, avec ses propriétés token réflexives. Et la question qui se pose est celle de savoir s'il faut abandonner l'idée que je est régi par une règle token réflexive et désigne celui qui parle, le locuteur, celui qui dit je. Comme j'ai dit, cette théorie de je est une théorie qui est extrêmement bien enracinée dans la réflexion des philosophes et des linguistes sur les indexicaux. Donc on n'a pas envie de l'abandonner. On n'a pas envie de l'abandonner au profit d'une théorie qui nous dirait non, le mot je, en fait, on ne peut pas dire que le mot je exprime le concept de soi, parce que Benveniste a raison, il n'y a pas le concept de soi, ça n'existe pas. Il y a plein de concepts de soi. Chacun d'entre nous avons un concept de nous-mêmes. Et on a donc une classe, et on peut dire des choses en général sur cette classe, ce type de concept. On peut dire c'est un dossier mental qui, pour chacun, sert à stocker les informations qu'il a à son sujet et qui est nourri par certains modes d'acquisition de l'information, y compris des façons d'acquérir l'information de l'intérieur. On peut dire ça. C'est une caractérisation générale qu'on peut donner des concepts de soi, mais il n'y a pas un concept de soi unique que le mot « je » exprime, comme le mot « arbre » exprime un concept unique qui est le concept d'arbre. Et sur ce point, Benveniste a raison. Le désaccord avec Benveniste tient simplement au fait que Benveniste semble dire que puisqu'il n'y a pas ce concept de soi, comme il y a un concept d'arbre, du coup, le mot « je » n'exprime pas du tout de concept de soi. Le mot « je », il y a simplement cette règle de référence, il fait référence à soi-même et c'est tout. Il n'y a rien de plus à dire. Je fais une parenthèse pour les gens qui s'y connaissent en disant que le débat entre Perry et Evans sur les concepts indexicaux, et notamment l'idée que la distinction sens-référence de Frege s'applique ou non aux indexicaux, il me semble que c'est un peu le même débat que le débat aujourd'hui entre Benveniste et la position que je défends. Mais je referme cette parenthèse. Donc on n'a pas envie d'abandonner la théorie token réflexive du je. D'un autre côté, ce que nous dit Benveniste, c'est qu'il n'y a pas de concept exprimé par je. Je nous sert simplement à faire référence à nous-mêmes. Et il y a cette pratique interlocutive et le concept de soi peut émerger de cette pratique comme quelque chose de secondaire, mais il n'y a pas
à la base de concepts que nous exprimions quand nous disons « je ». La position que j'ai essayé de défendre en suivant la deuxième voie consiste à dire que même si on admet que le mot « je » comme mot type n'encode aucun concept, il n'y a donc pas le concept de soi qui exprimerait le mot « je », comme il y a le concept d'arbre qui exprime le mot « arbre ». Cependant, quand nous employons le mot « je », nous exprimons notre concept de nous-mêmes, notre dossier mental, c'est ça qui se trouve associé à notre emploi du mot « je ». Quand je dis « je », j'active en quelque sorte ce dossier mental. C'est pareil que dans le cas de cet arbre. Quand je suis dans une relation perceptive avec un arbre particulier et que je pense « cet arbre est beau », eh bien, il y a un certain dossier mental qui est fondé sur la perception de l'arbre, qui est un dossier temporaire lié à cet épisode perceptif, que je déploie pour me représenter l'arbre en question. Et ça, c'est mon concept singulier. Et ce n'est pas le même que le concept singulier que je pourrais former un peu plus tard en voyant un autre arbre et en pensant cet arbre. C'est la même expression linguistique. L'expression linguistique, cet arbre, n'encode pas le concept singulier que j'exprime. Le concept singulier que j'exprime est tributaire de la situation où je suis, notamment de ma relation particulière à l'objet. Dans le cas de l'arbre, le fait que je sois en train de le percevoir. Mais il y a quand même un concept qui est exprimé dans la parole, quand j'emploie le mot, au niveau de l'occurrence. On a cette distinction type-occurrence au niveau du mot. Le mot type ne fait pas référence à quiconque, dans le cas de « je », mais quand je l'emploie, il fait référence à quelqu'un moi-même. De même, le mot type « je » n'encode aucun concept, il n'y a pas le concept de soi que le mot type « je » exprimerait ou encoderait, mais quand j'emploie le mot « je », j'exprime quand même mon concept. Et mon concept, c'est ce dossier mental. Alors, comment est-ce qu'on peut penser la sémantique du mot « je » si on accepte cette idée-là? On n'est pas forcé d'abandonner l'idée que « je » est régi par une règle token réflexive et désigne celui qui parle. On peut reformuler cette règle d'une façon équivalente en disant simplement qu'avec le mot « je », le locuteur, donc celui qui parle, se désigne lui-même. On emploie le mot « ici » pour désigner le lieu où on se trouve, et de même, on emploie le mot « je » pour se désigner soi-même, tout simplement. Ça, c'est la règle token réflexive. Donc, lorsqu'il souhaite dire quelque chose de lui-même, le locuteur emploie « je ». C'est normal, puisque c'est la règle. Pour dire quelque chose sur soi-même, on emploie « je ». Mais dans ce cas, quand vous voulez dire quelque chose sur vous-même, quand la pensée que vous voulez exprimer est une pensée sur vous-même, c'est une pensée sur vous-même, c'est une pensée en première personne. C'est une pensée qui fait intervenir votre concept de vous-même, votre concept égo. Et pour employer cette pensée, vous employez le mot « je », parce que le mot « je », c'est précisément, son rôle, c'est précisément de vous désigner vous-même. Donc on peut parfaitement admettre que quand nous disons « je », nous exprimons une certaine pensée qui est une pensée en première personne, c'est-à-dire qui est une pensée qui déploie, fait intervenir ce concept de moi-même qu'on peut analyser comme un dossier mental où l'on met les informations sur soi-même. On peut admettre ça tout en admettant que le mot qu'on utilise, le mot « je » qu'on utilise à cette fin pour exprimer cette pensée, se caractérise simplement par cette règle token réflexive selon laquelle on emploie le mot « je » pour se désigner soi-même. Bien, je vois arriver la conférencière qui doit nous parler dans un instant dans le séminaire, dans la deuxième séance du séminaire, et donc je m'arrête là pour faire la pause, et je vous remercie.